distinguished guests, good morning. Thank you for coming to discover the ambition of this iconic mining company, the Gécamines. I have the honor to introduce you to Mr. Albert Yuma, the chairman of the board of the director of Gécamines. Mr. Yuma. Good morning, ladies and gentlemen. I do apologize. I'm going to speak in French because I want to be sure while I'm speaking there's no misunderstanding. But as you can see, there is a live translation in English, and at the end of my presentation, you'll get the English document. Encore une fois, bonjour à tous. In fact, I want also to speak in French because this will be, of course, in the newspaper, in the RC, on the TV, and I want to be sure that the Congolese people will listen to what I'm saying here abroad. Because I'm speaking not only on behalf of Gécamines or myself, but definitely you will understand it on behalf of the Congolese people. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de la Gécamines pour ce moment d'échange consacré à notre vision en matière de partenariat industriel et plus largement à la vision de la Gécamines pour son avenir industriel. Pourquoi le besoin de partager cette interrogation avec vous aujourd'hui? 4 années après notre dernière apparition à Indaba. Certains d'entre vous pourraient penser que la situation actuelle pourrait perdurer en l'état. Mais hélas, non. Non. Après plus d'une décennie de partenariat industriel, nous avons fait le constat d'un système structurellement déséquilibré en faveur de nos partenaires et qui ne permet ni au pays, ni à la Gécamines de percevoir une part suffisante de la richesse produite dans le cadre de l'exploitation des richesses de son sous-sol. Ce déséquilibre est principalement le fruit d'une histoire qui a placé notre État dans une situation difficile et l'a contraint à négocier en position de faiblesse dès l'année 1995 la cession de certains de ses principaux actifs miniers, à un moment où notre outil industriel national, dont la Gécamines était le principal acteur, avait été laminé par 10 années de conflits internes et régionaux et des sous-investissements chroniques. Le code minier qui avait été élaboré en 2002 a formalisé ce processus de libéralisation de notre secteur minier et a permis, sur la base d'un régime très attractif, et je dirais même très très attractif, le développement d'un grand nombre de partenariats avec pour objectif de compenser l'incapacité du pays à générer, comme par le passé, des revenus nécessaires à sa construction. Ces partenariats étrangers étaient censés apporter des dividendes à la Gécamines et des impôts sur le bénéfice à l'État pour se reconstruire et financer le développement du pays. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou ne se souviendraient pas, la Gécamines produisait à elle seule entre 450 000 et 500 000 tonnes de cuivre au milieu des années 1980. Aujourd'hui, la Gécamines est partenaire minoritaire dans 12 joint ventures en production qui représentent à elles seules
un volume global de réserve de 32 millions de tonnes de cuivre et près de 3 millions de tonnes de cobalt cédés par la Gécamine, et je dis bien cédés par la Gécamine lors de la constitution des partenariats. Et ces 12 joint ventures traitent annuellement plus de 600 000 tonnes de cuivre et plus de 50 000 tonnes de cobalt. Mesdames, Messieurs, nous nous sommes aperçus à partir de 2013 que ces partenariats, entrés en production commerciale entre 2004 et 2009 pour les plus importants d'entre eux, n'affichaient que des résultats négatifs, empêchant toute distribution de dividendes aux actionnaires et principalement à l'actionnaire minoritaire. Cette situation inquiétante, contraire à toutes les projections des études de faisabilité, contraire à toutes les projections des études de faisabilité sur lesquelles nous nous étions basés pour développer et signer ces partenariats, s'est malheureusement répétée année après année et jusqu'aujourd'hui. Ainsi, en matière de dividendes, si les projections des études de faisabilité avaient été respectées, Gécamine aurait perçu à fin 2016 la somme de 362 millions de dollars. Elle ne les a jamais encaissés. À date, les seuls revenus de la Gécamine n'ont été constitués en fait que de montants de parts de porte quand ils ont été payés en totalité et des royalties quand elles ont été calculées correctement. Ainsi, pour l'année 2016, par exemple, sur un chiffre d'affaires cumulé de 2,6 milliards de dollars de tous nos partenaires, 2,6 milliards de dollars pour tous nos partenaires, les revenus pour la Gécamine ont été de 88 millions de dollars. Je laisse à l'assistance le soin d'établir la rentabilité ou l'intérêt de cet investissement pour celui qui a apporté 32 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt dans de tels partenariats. Cette situation est inacceptable. Elle prive la Gécamine et son actionnaire unique, l'État congolais, de la possibilité de tirer des revenus raisonnables de ses propres mines, qui avaient été volontairement transférées à d'autres, au motif que leur gestion serait plus efficace et permettrait de tirer une meilleure rémunération finale de leur exploitation pour le pays. Pour dire les choses de manière concise et claire, nos mines se vident actuellement de nos ressources naturelles. Nos mines se vident actuellement de nos ressources naturelles quand nos caisses ne se remplissent pas des revenus de leur production. Nos caisses ne se remplissent pas des revenus de leur production. Sur la base de ce constat, nous avons donc décidé d'auditer nos partenariats, ce qui constitue d'ailleurs un droit contractuel de la Gécamine, quoique certains le pensent, pour comprendre les raisons de ces décalages. Et pour éviter toute polémique inutile sur l'indépendance et la qualité des résultats de ces travaux, nous avons recouru au service d'une firme de notoriété mondiale, Mazars. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je tiens d'ailleurs à préciser que la Gécamine a décidé, pour toutes les études impliquant des partenaires étrangers, de ne recourir qu'à des sociétés de rang international connues pour appliquer les meilleurs standards en matière de règles internes de compliance et non susceptibles de compromission à notre égard. Nous espérons que cet effort de transparence contraindra nos adversaires à plus d'inventivité lorsqu'ils cherchent à discréditer notre action au mépris de toute réalité objective.
C'est ainsi que nous travaillons également avec PricewaterhouseCoopers pour l'audit de nos états financiers, Ernst & Young pour la modélisation économique et financière de nos partenariats, et que nous sommes accompagnés juridiquement par les cabinets internationaux Auric et Liedekerk. Tous leurs représentants sont ici présents et je les remercie de leur présence. Cette parenthèse refermée, que nous ont appris ces audits? Nous avons principalement découvert que la situation réelle de nos entreprises communes nous priverait des bénéfices pour de nombreuses années, voire pour toute la durée de ces partenariats, en raison notamment de dépassements récurrents des hypothèses prévues par les études de faisabilité en matière de CAPEX et d'OPEX, ayant entraîné une charge d'endettement explosive, nous privant tant de dividendes que d'impôts sur les bénéfices pour l'État. Ainsi, pour l'État, si les projections des études de faisabilité avaient été respectées, l'État aurait dû percevoir pour la période, au minimum en seul impôt sur le bénéfice, 600 millions de dollars. L'État, bien sûr, ne les a jamais reçus. Nous avons également constaté des pratiques managériales, souvent à la marge de la loi, oui, je le dis, souvent à la marge de la loi. Tant sur les pratiques comptables, permettant, en fonction de référentiels comptables adoptés, de minorer les résultats, que sur le recours à la sous-traitance via des groupes filialisés ou ayant partie liée et ne respectant pas les procédures légales liées au régime des conventions réglementées. Nous avons donc pris la décision de faire effectuer une revue juridique, économique et financière de nos partenariats avec nos conseils juridiques et financiers, d'abord pour faire évoluer ces partenariats et ensuite inviter un système qui permet à l'actionnaire majoritaire de développer une politique d'entreprise visant à la maximisation de ses intérêts à son seul profit en raison de déséquilibres majeurs, tant dans la gouvernance des projets, qui prive structurellement la GECAMIN de toute faculté de contrôle réel des principales décisions de l'entreprise, que dans la structure de financement de ces projets. Car, mesdames et messieurs, malgré les propos qui sont colportés ici et là dans tous les journaux internationaux, malgré ces propos, les investisseurs étrangers en République démocratique du Congo font des profits, de très gros profits, qui ne sont pas équitablement partagés avec l'État et avec leur partenaire local, la GECAMIN. D'ailleurs, vous le voyez tous dans leurs communiqués, leurs maisons mères voient leur cours de bourse s'envoler malgré les pertes récurrentes de leur principale société opératrice en République démocratique du Congo. Par exemple, la société SMOC ou Glencore, qui gère les 2 plus grosses mines apportées par GECAMIN dans les partenariats, voit leur cours de bourse évoluer très favorablement à Toronto ou Shanghai, quand TFM ou Kamoto affichent des pertes et un endettement abyssal, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, ce scandale est terminé, on va y mettre fin. Et d'ailleurs, contre toute attente, au regard de l'actualité récente, j'ai lu avant-hier qu'une société, filiale de l'agence de notation Fitch, prévoyait que la RDC serait le marché minier à plus forte croissance au monde, avec une augmentation de 17,7%.
Je peux donc vous garantir que nous sommes loin, très loin de la récession minière annoncée et de la fuite des investisseurs de notre pays. Pour revenir à notre revue économique et financière, elle porte sur 17 partenariats, dont 12 JV en production commerciale et 5 en contrat d'ammodiation. Elle est encore en cours, mais nous avons déjà modélisé nos 4 principaux partenariats actifs et je vais aujourd'hui partager avec vous ces principales conclusions. La première est que nos partenaires ont été particulièrement peu compétents en matière de maîtrise de leur budget prévisionnel. La seconde est que l'analyse économique et financière d'un certain nombre de leviers opérationnels fait apparaître de manière très visible l'impact négatif pour la GECAMIN et pour l'État, soit des déséquilibres constatés, soit des marges perdues. S'agissant des projections financières et opérationnelles, que constatons-nous? Mesdames, Messieurs, afin que mon propos soit plus parlant, nous avons préparé à votre intention quelques diapositives sur la base des 2 partenariats particulièrement représentatifs de la situation. Ainsi, si l'on analyse les seules dépenses d'investissement, comme vous pouvez le voir, de ces 2 partenariats, on constate qu'elles ont été multipliées entre 2 ou 3 fois par rapport à l'étude de faisabilité. Les dépenses ont été multipliées entre 2 ou 3 fois par rapport à l'étude de faisabilité. Et on remarque qu'alors qu'elles étaient prévues pour n'intervenir qu'en début de projet, on se rend compte que les dépenses ont été engagées tout au long du projet sans que l'actionnaire minoritaire que nous sommes n'ait pu s'opposer à leur engagement, mais également et finalement, et c'est pire, sans aucun impact réel sur la production prévue qui aurait permis de les justifier, et vous le verrez plus loin. On double les dépenses d'investissement par rapport au budget, mais ça n'a pas changé les volumes de production, comme vous le verrez plus loin. Si on analyse les charges d'exploitation, c'est le slide suivant, on constate qu'elles ont été multipliées par 2 en moyenne par rapport aux études de faisabilité. Comment comprendre que des entreprises de réputation internationale, cotées pour certaines d'entre elles sur des marchés mondiaux, puissent déraper dans de telles proportions? Comment comprendre que des entreprises de cette réputation, qui disent que nous n'avons aucune compétence, peuvent déraper d'autant dans leurs projections? Dans n'importe quelle entreprise, en tout cas dans leur pays, l'actionnariat changerait immédiatement de management. Mais pas chez nous. Dans nos partenariats, au contraire, les managers sont promus et bénéficient de bonus conséquents, qui se comprennent aisément quand on regarde le cours des bourses des propriétaires. Mais entre-temps, et GECAMIN et l'État congolais ont été volés. Oui, je le dis, entre-temps, GECAMIN et l'État congolais ont été volés. Ces dérapages entraînent de manière mécanique, je crois que c'est le slide suivant, une explosion de l'endettement. Une explosion de l'endettement, multipliée dans certains cas par 4. L'endettement a été multiplié par 4 par rapport aux prévisions des études de faisabilité. Et cet endettement est constitué majoritairement des prêts d'associés, sans que nous puissions contrôler la justification du taux d'intérêt qui est proposé à la société commune pour rémunérer son actionnaire majoritaire. Comme vous le voyez, la société commune paie donc des intérêts à l'actionnaire majoritaire qui bénéficie de l'endettement extensif, fruit de ses propres décisions d'investir, tout en ayant la garantie d'être remboursé in fine par le projet.
dont le principal actif pourtant est le titre minier par la GECAMIN cédé à la société commune. Mesdames, Messieurs, je vous le demande, est-ce moralement juste? Est-ce moralement juste? En revanche, comme je l'ai dit en début, en termes de production, tous ces dépassements ne permettent finalement d'atteindre que les mêmes volumes espérés et prévus. On aurait pu s'attendre que la production aurait explosé aussi. Non, c'est bien la même que celle qui était prévue. Alors, pour me résumer, nos projets atteignent plus ou moins leurs objectifs de production. Mais pour un CAPEX de 2 à 3 fois supérieur, pour des OPEX largement supérieurs et une charge financière qui a explosé. Et la conséquence, c'est de priver l'État des impôts sur le bénéfice et les GECAMIN, apporteurs du titre de ces dividendes, vous pouvez le voir sur le slide qui vous est présenté. Mesdames et messieurs, pour le dire différemment des slides, la richesse générée par le projet, grâce à l'exploitation des fruits de notre sous-sol, est captée en amont par les contractants qui ont construit l'usine, les sous-traitants qui l'exploitent et les apporteurs de capitaux qui la financent. Pendant ce temps, le cuivre et le cobalt congolais sont extraits pour le plus grand bénéfice d'autres que le peuple congolais. C'est ça la vérité de ces partenariats. Cette situation n'est rendue possible que par un double déséquilibre que nous allons nous employer à corriger. Nous allons nous employer à corriger ce double déséquilibre. Un déséquilibre lié à l'absence de contrôle, un déséquilibre lié à la structure de financement. Commençons par le déséquilibre lié à l'absence de contrôle. Le problème fondamental qui est posé ici est celui de savoir qui supporte les dépassements du projet, qui doit supporter le risque de la non-atteinte des objectifs. Est-ce celui qui est en charge de tout, des opérations et de financement, l'investisseur étranger opérateur, ou celui qui n'est en charge de rien, mais qui fournit la ressource minérale? Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, c'est la deuxième option qui a été privilégiée, au motif que, je juge totalement spécieux bien sûr, que les capitaux apportés au projet méritaient une protection supérieure à celle des ressources minérales apportées au projet. À partir de maintenant, je vous le dis ou je le redis, ce ne sera plus possible. C'est terminé. La première richesse d'un projet minier, c'est la ressource minérale. La première richesse d'un projet minier, c'est la ressource minérale. Pas les capitaux ou les supposées compétences. Je dis bien supposées compétences parce que quand on voit les dérapages, on se demande où sont ces compétences. Les supposées compétences apportées par l'investisseur opérateur. Mesdames et messieurs, je vous le dis, on ne fait pas des batteries électriques avec des dollars, mais avec des cobaltes de la République démocratique du Congo. C'est avec ça qu'on fait des batteries électriques, pas avec des dollars. Donc la première richesse, c'est bien la ressource minérale. Je voudrais que tout le monde le comprenne aujourd'hui et définitivement. Chaque projet était basé sur une étude de faisabilité qui était faite à l'initiative du futur partenaire de la GECAMIN. Ce partenaire, sur la base de cette étude, proposait à la GECAMIN de développer un projet industriel fondé sur des hypothèses de coûts d'investissement, de coûts d'exploitation et des hypothèses de résultats qui justifiaient alors pour la GECAMIN sa volonté de s'engager dans de tels projets. Une fois l'étude acceptée, notre partenaire devient seul responsable du projet. Le minérateur que nous sommes ne pouvant plus peser sur les grands choix opérationnels
et n'étant pas associés à l'exécution du partenariat. Et ce n'est pas la seule présence d'administrateurs au conseil d'administration, sans minorité de blocage qui offre un quelconque secours ou une capacité suffisante pour pouvoir s'opposer. Parce qu'on nous retorque souvent quand on conteste, mais vos administrateurs étaient là. Ils n'ont aucune minorité de blocage, ce sont des figurants. Vous l'avez constaté, les investissements initiaux dérapent en coût unitaire, de nouveaux investissements sont engagés à la seule discrétion du majoritaire qui parfois oublie même d'informer le conseil d'administration de sa décision, alors même que cet investissement modifie fondamentalement l'économie générale du projet. C'est pourquoi nous devons et nous allons revoir nos partenariats. Nous devons et nous allons revoir nos partenariats dans 3 directions. Premier levier de correction, les décisions réservées. Dans tous nos partenariats, un certain nombre de décisions réservées seront non négociables et devront requérir le vote de la GECAMIN pour leur adoption. Un nouvel investissement qui dépasse une certaine portion de l'étude de faisabilité nécessitera une approbation formelle. Les négociations avec des sous-contractants stratégiques nécessiteront également une approbation formelle. Toute modification substantielle par rapport à l'étude de faisabilité nécessitera une nouvelle étude de faisabilité. Je reste un peu sur le point de la sous-traitance. Je tiens à rappeler et à préciser que la République démocratique du Congo a promulgué en février 2017 une loi sur la sous-traitance visant à favoriser l'accès à la sous-traitance aux entreprises congolaises afin de développer une classe moyenne locale. Cette loi constitue pour tous les donneurs d'ordre une obligation qu'ils doivent respecter. En tous les cas, GECAMIN, dans ses partenariats, impose désormais que sa part relative dans l'actionnariat détermine la part des dépenses d'exploitation dont elle devra bénéficier directement ou indirectement via d'autres sous-traitants congolais. Ce devra être le cas aussi dans les partenariats actuels, comme ça sera dans les partenariats nouveaux. Dans les partenariats actuels, nous reviendrons à cette disposition obligatoire de la sous-traitance à hauteur de notre part sociale. Nos rapports et études ont montré que, notamment avec les sociétés affiliées du majoritaire, le coût était surévalué par rapport à un marché concurrentiel. Ainsi, une amélioration de 20% des coûts de sous-traitance sur la moitié de tous les flux de sous-traitance des 4 partenariats examinés aurait amélioré les revenus pour l'État et la GECAMIN de 200 millions de dollars en moyenne. Nous pensons qu'il est également important de nous donner les moyens effectifs de mieux contrôler la production, car nous avons noté des incohérences particulièrement importantes dans les bilans matières dans plusieurs de nos partenariats. Nous pensons qu'un contrôle plus strict de la matière première SKV permettra de corriger des différences au niveau de la production finale et qui ne se justifient pas au vu des taux de récupération. Cela aura un impact particulièrement important sur les chiffres d'affaires. Et je rappelle que certaines pratiques sont clairement délictueuses et pourraient être traitées comme telles par les services juridiques. En tous les cas, GECAMIN réserve tous ses droits quant à ça. S'agissant également du prix de vente des produits, nous constatons que dans chacun de nos partenariats en production, je rappelle, plus de 600 000 tonnes de cuivre par an et plus de 50 000 tonnes de cobalt, le prix de vente est le prix spot. Or, vous le savez tous ici présents, le marché cuivre est composé à 70% de contrats à long terme et 30% seulement sont spot.
Je ne crois pas que nos partenaires, mais nous ne pouvons pas le savoir car nous n'avons pas accès à ces contrats malgré nos demandes. Je ne crois pas que nos partenaires qui vendent à leurs sociétés filiales de trading, pour certaines d'entre eux, revendent au prix spot. Je n'y crois absolument pas. Pourtant, ce prix nous est imposé dans le cadre de la vente de notre société commune aux sociétés acheteuses, sans compter les décotes, produits et transports souvent injustifiés, considérant qu'à la qualité de la production ne relève que deux seuls. Cela non plus n'est plus acceptable, car c'est du profit déguisé pour nos partenaires et des pertes pour l'État et la GECAMIN. Désormais, les contrats de vente devront faire l'objet d'un appel d'offres. Libre à nos partenaires de s'aligner sur le mieux-disant ou au minimum à un prix spot majoré d'un pourcentage lié à la pratique des contrats à long terme. Ça sera ça la règle. Il est clair que les pratiques actuelles constituent un manque à gagner pour notre société commune qui est également passible de sanctions judiciaires si l'intention délictuelle venait à être démontrée. C'était le premier levier. J'ai de l'eau ici. Excusez-moi. Deuxième levier. Nous allons introduire des obligations de résultat sur les éléments de l'étude de faisabilité. Parce que pourquoi, dans les contrats EPC, les sous-contractants garantissent l'atteinte des objectifs, notamment en termes de coûts, quand dans notre cas particulier, pour lequel ce sont souvent des sous-traitants identiques qui interviennent, ce ne serait pas le cas ou ce n'est jamais le cas. Pourquoi l'usine d'un de nos partenaires dans l'Interland Katangé a-t-elle respecté son coût de développement et quand nous nous retrouvons ensemble dans une joint venture, avec ces mêmes, les coûts du projet dérapent? Pourquoi? Troisième levier, le levier fiscal. Il y aura une incitation forte à respecter les engagements pris, qui serait par exemple de ne pas déduire fiscalement, via les dotations aux amortissements, une part des dépassements sur les investissements. Je crois, mesdames et messieurs, à ces trois conditions, que la tentation de laisser déraper les dépenses absolument injustifiées, voire imprévues, pour des montants très importants, sera définitivement limitée. Deuxième chose que nous allons corriger, c'est le déséquilibre lié au financement du projet. Il y a la prépondérance dans la part du financement de prêts d'actionnaires aux dépens du capital initialement injecté. Il est désormais nécessaire d'inscrire un ratio minimum entre capitaux propres et part d'endettement afin de réduire la part des frais financiers affectés à la rétribution des apporteurs de capitaux au détriment des actionnaires, pour ne pas dire au détriment de l'actionnaire minoritaire. Je pense que des actionnaires qui seront plus intéressés par la rentabilité opérationnelle du projet seront plus motivés à réduire les charges opérationnelles et fonder le retour sur investissement sur leur apport initial. Cela permettra ainsi d'aligner les intérêts de nos partenaires sur les nôtres. Ces partenaires se comporteront enfin plus en industriels qu'en simples banquiers qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nos partenaires sont des banquiers qui se rémunèrent sur des taux d'intérêt excessifs et n'ont pas besoin de résultats. Et GECAMIN et l'État congolais sont pénalisés. En effet, dans les faits, le rapport entre dette d'actionnaires et capital social n'a fait qu'augmenter, atteignant un rapport de 1 à 36 pour certaines d'entre elles. 1 à 36 pour certaines d'entre elles. On voit bien que cette situation ne peut se justifier que parce que nos partenaires privilégient leur rentabilité interne aux dépens de celle du projet. Ils privilégient leur rentabilité
interne aux dépens de celle du projet et minore ainsi la part des revenus. Si un ratio plus raisonnable avait été respecté, la diminution des frais financiers aurait eu pour impact une augmentation du résultat net et donc de l'impôt sur le bénéfice pour l'État et des dividendes pour la GECAMIN. Ainsi, pour les 4 partenariats sur 17 qui ont déjà été modélisés, cela aurait entraîné une amélioration de 38% de la part cumulée revenant à la GECAMIN via les dividendes et à l'État via les impôts, soit 600 millions de dollars qu'on aurait pu encaisser. Alors, quel est le principal levier que nous avons identifié pour corriger cette tendance? Ce levier réside dans la valorisation de nos gisements dans les états financiers de la société. Nous allons désormais valoriser nos gisements dans les états financiers de la société. Nos titres ont été transférés sans contrepartie financière dans les sociétés communes et ne se retrouvent nulle part dans nos états financiers. Et ce qui nous semble encore plus étonnant, c'est bien qu'apporteurs du titre, bien que nous ayons apporté le titre, nous devions rembourser sur nos dividendes futurs très hypothétiques l'apport en capital qui est fait par notre partenaire comme si nous n'avions rien apporté, Le principal actif du projet est totalement invisible du bilan. Est-ce que c'est normal? Je vous le demande, est-ce que c'est normal? Si vous ne répondez pas, je vous réponds, ce n'est pas normal. Nous avons donc demandé à nos conseils de valoriser nos titres miniers au regard des réserves prouvées et probables des gisements sur la base d'un montant unitaire de $200 américains la tonne de cuivre et $2000 la tonne de cobalt. Cette valeur a été calculée sur la base de la valorisation d'entreprises comparables et de gisements à un stade non exploité. La prise en compte de la valeur de nos titres dans nos JV actuels imposera donc à nos partenaires d'apporter du capital en numéraire, qui sera alloué aux investissements et réduira la dette pour les premières années d'exploitation. Nous constatons que cette réduction de l'endettement améliorerait la rentabilité des JV à un niveau qui permettrait d'atteindre un résultat fiscal nul pendant les premières années d'exploitation et éviterait ainsi ce déficit reportable année après année qui obère quasi définitivement les chances de jamais voir un jour de dividendes. Sur la base de nos modélisations, l'introduction d'un apport en numéraire aux 4 partenariats examinés aurait pour effet un rééquilibrage des fonds propres. Vous le voyez dans le tableau qui vous a été présenté, et peut-être, au-delà du rééquilibrage des fonds propres, une nouvelle répartition actionnariale et améliorer d'environ encore 600 millions la part cumulée État-GECAMIN. Mesdames et messieurs, un dernier sujet me tient à cœur, c'est la question du pas de porte. Le pas de porte représente, comme vous le savez, le droit d'entrée ou le droit d'avoir été choisi par GECAMIN et l'État pour exploiter nos ressources. Aujourd'hui, le pas de porte est payé sur la base de $35 la tonne de cuivre et équivalent tonne de cuivre pour les autres minerais, y compris le cobalt. Son calcul est simple. Malheureusement, ce calcul n'a pas évolué depuis les années 2000, ce qui ne se justifie absolument pas. Ainsi, la seule intégration de l'absence de prise en compte de l'inflation depuis 2002 revient en fait à payer aujourd'hui le pas de porte 36% moins qu'en 2002, rien que du fait de l'inflation. Plus grave,
Ce prix avait été fixé en référence à la valeur brute des gisements. Force est de constater que leur valeur a augmenté sous l'évolution des matières premières, ce qui n'a pas été le cas du pas de porte. Ainsi, à titre d'exemple, un pas de porte de 70 millions de dollars pour un gisement de 1 million de tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt, dont la valeur brute était de 3 milliards de dollars, ce pas de porte de 70 millions représentait 2,3% de droits d'entrée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce même gisement vaut à peu près 14 milliards de dollars, et si on garde ce même pas de porte, c'est-à-dire que le pas de porte ne représente que 0,5%. 0,5%. Or, la valeur du gisement, c'est bien celle que je viens de vous dire. Donc, notre pas de porte va être réajusté parallèlement aux évolutions des cours du cuivre et du cobalt constatées depuis 2002. Notre nouveau pas de porte sera désormais de 165 $ la tonne de cuivre ou équivalent tonne de cuivre. 165 $, ça ne sera plus 35 $. Si vous voulez entrer en partenariat avec la GECAMIN, vous voulez avoir accès au gisement, le pas de porte sera de 165 $ la tonne de cuivre ou équivalent tonne de cuivre. Une réévaluation sera réalisée chaque année au niveau de la GECAMIN pour prendre en compte les cours des métaux sur la base des consensus des traders, à la hausse comme à la baisse. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, les résultats de la modélisation de ces 4 partenariats sont concluants et terriblement frustrants. Terriblement frustrants. Sur une période de production comprise entre 2004 et 2009, le manque à gagner de l'État et de la GECAMIN se chiffre en milliards de dollars. Ce chiffre en milliards de dollars, ce sont ces milliards de dollars qui manquent à notre pays pour pouvoir engager une dynamique de développement. Ce sont ces milliards de dollars qui manquent à notre pays pour engager une dynamique de développement. Nous appelons donc à une remise à plat de tous nos partenariats passés, afin de leur permettre de réaliser le seul objectif pour lequel ils ont été signés, dégager des bénéfices pour l'État et la GECAMIN. C'était ça l'objectif au moment où on avait signé ces partenariats. Cela d'ailleurs nous avait été promis par les organismes multinationaux qui nous avaient conseillé le Code minier de 2002. Ils nous avaient tous promis ça. Vous, État congolais GECAMIN, vous n'avez pas les moyens de développer vos mines, vous n'avez pas les compétences de développer nos mines, laissez-les à des partenaires étrangers, vous aurez impôts et des dividendes, et le bonheur et le lait couleront en République démocratique du Congo. Il n'y a ni bonheur ni lait qui coule en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est donc clairement pas le cas, et nous sommes dans un marché de dupes. Nous sommes dans un marché de dupes. Nous avons payé très cher des pertes sèches et irrécupérables de minerais, un outil industriel qui ne nous rapporte pas. Nous sommes donc fondés à repenser les termes de ces partenariats qui ne correspondent pas à ce pourquoi ils avaient été signés. Il y a clairement une erreur dans la gestion qui devrait nous interpeller. Nos partenaires devraient être au moins autant que nous insatisfaits de cette absence de bénéfices. Mais le simple fait que ce ne soit pas le cas est étrange. Eux, ils se satisfont de ça. C'est très étrange. Parce que je me pose la question. Quels intérêts ils auraient à continuer à produire des minerais qui ne leur rapportent rien, aucun dividende, et quel intérêt ils auraient à creuser des dettes qu'ils s'empressent par ailleurs de financer. Je vous le dis, nous leur poserons la question au cours du 2e trimestre prochain, quand nous les inviterons à engager une discussion franche et honnête sous la mise en œuvre de leur contrat dans le sens d'un meilleur partage des responsabilités et des risques. Nous engagerons la renégociation au début du 2e trimestre. Mais cela, d'une certaine manière, c'est le passé.
que nous essayons de corriger. Pour l'avenir, nous ferons tout pour ne pas réitérer ces erreurs. Nous ferons tout pour ne pas réitérer ces erreurs. Et la première correction est de concevoir un système dans lequel les intérêts des partenaires sont alignés. Nous nous sommes donc inspirés, pour ce faire, de ce qui marche ailleurs et de ce qui marche depuis longtemps, le partage de production dans le secteur pétrolier. Nous nous sommes inspirés de ce qui marche ailleurs, le partage de production dans le secteur pétrolier. Nous avons donc recouru à des experts de la modélisation du secteur pétrolier de Ernst & Young pour nous accompagner. Pour le dire vite, le partage de production, c'est un contrat de JV traditionnel qui marcherait et qui, après année, garantirait à l'apporteur de titres les revenus de l'exploitation de son titre, indépendamment de la bonne ou mauvaise gestion de l'opérateur qui aurait été choisi et indépendamment des fluctuations du marché. C'est ça, pour le dire en résumé. Le système est simple et vertueux. Il est mis sur le diapositive suivant et repose sur 3 principes. 1. La Gécamine sera désormais rétribuée en nature, c'est-à-dire en matière produite, qu'elle se chargera de commercialiser comme elle le souhaite. Il n'y aura plus de discussion entre le producteur-acheteur et les partenaires pour vendre au plus bas, car il est le consommateur final et le partenaire vendeur qui veut maximiser ses ventes. Chacun pourra agir en fonction de ses seuls intérêts. 2. Si le projet n'atteint pas la rentabilité souhaitée, c'est l'opérateur investisseur qui en supportera les risques, pas la Gécamine. Si le projet n'atteint pas la rentabilité souhaitée, c'est l'opérateur investisseur qui en supportera les risques, pas la Gécamine. En tant que seul responsable des opérations, cela nous paraît totalement justifié. Ainsi, je crois, nos partenaires seront particulièrement incités à tout faire pour ne pas dépasser les OPEX et CAPEX convenus, car ils seront les seuls pénalisés. C'est le principe du cost-stop qui limite le remboursement. Le principe du cost-stop qui limite le remboursement. Cette innovation renverse la charge du risque sur l'investisseur, qui sera seul comptable de ses choix opérationnels et de financement, et réintroduira, je pense, une dynamique industrielle dans le projet que nous espérons bien sûr vertueuse. 3. Si les cours de matières premières évaluent favorablement, le partage du surplus dégagé par rapport aux hypothèses de base sera reparti par palier sur une base plus favorable à la Gécamine au fur et à mesure que le prix augmentera. Les deux parties gagneront toujours, mais pas dans les mêmes proportions. C'est le principe du R factor retenu pour répartir le profit minerals. Ce dernier est calculé sur la base des coûts cumulés et des revenus cumulés de l'investisseur. Il est donc, je crois, particulièrement transparent. Dans toutes les hypothèses testées, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, les résultats de ce modèle sont supérieurs à ceux de notre modèle traditionnel de JV actuel. Dans toutes les hypothèses, ce modèle de partage de production est meilleur que les JV actuels. Ainsi, comme vous pouvez le voir sous le graphique du haut, dans l'hypothèse d'un partenariat traditionnel, la part qui reviendra à la Gécamine dans une hypothèse où les coûts réels se sont relevés être conformes à l'étude de faisabilité sera plus intéressante dans l'hypothèse du partage de production. Le second graphique présente un cas dégradé, soit en raison d'une chute des cours des matières premières, soit en raison d'une gestion non conforme aux projections. Dans cette hypothèse, dans le cas du partage de production, la Gécamine continue à percevoir la part contractuelle de la production qui lui est promise,
alors que dans le cas de la JV traditionnelle, elle ne perçoit quasiment aucun revenu. C'est ce que nous vivons dans 100% de nos partenariats actuels. Dans 100% de nos partenariats actuels. Dernier graphique. En cas d'hypothèse d'évolution des cours des matières premières favorables par rapport à l'étude de faisabilité, les revenus de la GECAMIN augmenteront relativement plus vite que ceux du partenaire. On estime en effet que c'est la ressource que nous apportons qui permet cette augmentation des revenus, plus que la gestion du partenaire. Et donc, c'est à celui qui a apporté la ressource de bénéficier en proportion d'une augmentation de la part de revenus qui lui est affectée. Bien sûr, notre partenaire percevra aussi plus de revenus, mais de manière strictement proportionnelle à ceux de la GECAMIN. Vous comprendrez aisément le changement de paradigme que ce nouveau type de contrat induit. Nous ne pouvons plus nous permettre d'alimenter l'industrie mondiale avec nos minerais pour un résultat aussi minime que celui que nous constatons aujourd'hui. Que nous restera-t-il demain pour assurer notre développement quand notre sous-sol aura été vidé de sa substance? Que nous restera-t-il? Rien. C'est pourquoi, dès à présent, nous souhaitons prendre les mesures nécessaires pour garantir que nous profiterons réellement des fruits de notre sous-sol. Je connais déjà et j'entends déjà les réactions des investisseurs du secteur sur le caractère irréaliste de ces propositions. Je ne les cautionne pas. Je ne les cautionne pas tant elles sont outrancières. Qu'on se le dise clairement. Qu'on se le dise clairement. Les gémissements plaintifs de nos partenaires qui craignent de déplaire à leur board d'actionnaires ne nous concernent pas, ne nous concernent plus. Il est question ici du développement d'un pays. Il est question ici du développement d'un pays, pas de la rente actionnariale de tel ou tel investisseur ou fonds de pension. Ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Il s'agit du développement d'un pays. Mesdames et messieurs, je vous le dis ici, la République démocratique du Congo n'est pas un produit financier. Et je dirais même plus, l'Afrique tout entière ne devrait plus être un produit financier. Primo, les risques dont il parle sont largement et volontairement surestimés. Largement et volontairement surestimés. Quand on analyse les performances boursières de nos amis, dont certains ont vu leur cours de bourse croître de 1200% en une année. Expliquez-moi ça. Secundo, nous savons que de nouveaux acteurs intégrés cherchent à investir le secteur et nous serons heureux de les accueillir parce que leurs objectifs ne sont plus uniquement liés à la rentabilité financière de leurs opérations, mais bien plus aux impératifs de stabilité de leurs approvisionnements de long terme en matière stratégique et de la maîtrise des prix par rapport aux fluctuations du marché. Je rappelle, vous le savez sans doute tous, que la RDC représente au minimum 60% des ressources mondiales de cobalt. Je crois que cela nous donne une certaine légitimité à dire ce que nous disons aujourd'hui. Nous sommes donc confiants dans l'intérêt qu'un tel type de partenariat pourrait avoir pour ces acteurs, avec lesquels nous sommes par ailleurs déjà en discussion sur 2 gisements qui ont un potentiel total de 4 millions de tonnes de cuivre et 400 000 tonnes de cobalt. Mesdames et messieurs, toute cette bataille pour un meilleur partage de la valeur produite dans notre pays n'a de sens que dans la perspective plus large de la reconstruction d'un outil national tel qu'il a existé par le passé. Nous ne nous satisfaisons pas des revenus des partenariats, mais encore moins de ne plus être un producteur minier de premier plan, ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être quand nous avions écouté les sirènes
des organismes internationaux en 2002. Rien ne pourra remplacer pour ce pays un acteur minier national qui n'aura à partager les fruits de son sous-sol qu'avec son seul État actionnaire. Ainsi, le secteur minier pourra de nouveau contribuer à hauteur de plus de 60% aux recettes fiscales de notre pays, comme ce fut le cas par le passé, non pas comme aujourd'hui, à moins de 25%. Et ce sont des chiffres qui sont donnés en 2016 par la Banque mondiale lors de la préparation de la révision du Code minier. Je suis venu ici même, il y a quelques années, vous présenter le plan stratégique de redressement de la GECAMIN. Je suis conscient qu'il n'a pas encore atteint les résultats escomptés. Mais je peux vous assurer qu'il n'a pas dévié. Notre objectif reste toujours le même, redevenir un acteur minier qui pèse. Mais la voie vers cet objectif est plus longue et plus complexe à mettre en œuvre que nous le pensions, en raison d'un certain nombre de difficultés auxquelles nous avons dû et devons encore faire face. La première d'elles était l'accès aux capitaux pour financer notre plan de redressement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais en résumé, notre bilan qui devait être toiletté ne l'a pas été, n'a jamais permis de rassurer suffisamment les investisseurs pour les inciter à nous accompagner. Par ailleurs, les revenus des partenariats qui devraient commencer à être perçus à partir de 2013 n'ont jamais été au rendez-vous. Nous avons donc également été privés de ces ressources qui constituaient un des éléments de notre plan de financement. Cette absence de ressources nous a contraints à différer certains investissements et à ne compter que sur nos actifs que nous avons dû gérer en conséquence. Le second est lié à notre structure. Malgré nos efforts pour nous projeter vers l'avenir, nous sommes restés jusqu'à présent, je le reconnais, une entreprise du passé, régie par des règles de fonctionnement inadaptées à notre poids réel, dotée de ressources humaines pléthoriques et vieillissantes, au regard des standards industriels et avec un outil de production largement dépassé, car datant de plus d'un siècle pour certaines de nos installations. Malgré tout, l'argent investi pendant toutes ces années pour essayer de le réhabiliter, malgré les efforts réalisés sur la réduction du personnel, dont d'ailleurs nous avons pu accompagner plus de 2200 à la retraite, notre organisation reste structurellement inadaptée aux enjeux du monde minier tel que nous le vivons aujourd'hui. Nous avons donc décidé de prendre le problème de fond et d'engager une réforme profonde de GECAMIN pour la moderniser. Nous avons mandaté Ernst & Young Advisory pour établir le diagnostic de notre organisation et nous proposer, au regard des meilleures pratiques de l'industrie mondiale, mais aussi de notre propre ADN, plusieurs scénarios d'évolution. Ces scénarios sont aujourd'hui sur la table. Le prochain conseil d'administration que nous tiendrons mi-février décidera de l'orientation que nous souhaitons donner à notre future organisation. Néanmoins, tous ces scénarios dessinent déjà une entreprise plus décentralisée dans la gestion des unités opérationnelles, poussant à plus de transversalité entre les fonctions support et les unités de production, nécessitant une réduction des échelons hiérarchiques, un renforcement de notre capacité à suivre nos partenaires, ainsi qu'un rajeunissement de nos cadres. Cette réforme constituera au sens premier du terme et pour nos départements aussi une modernisation. Nous engagerons cette vaste réforme à partir du deuxième trimestre de cette année, avec pour perspective une structure pleinement opérationnelle à la fin de l'année. Cette nouvelle organisation, plus agile, plus réactive, moins administrative, fondée sur l'autonomisation des acteurs, leur plus grande responsabilisation, arrivera à point nommé pour nous permettre de suivre les nouveaux projets que nous avons développés depuis 2 ans. Le premier, vous le connaissez pour certains d'entre vous, c'est l'usine de Desiwa, dont la construction par notre partenaire CNMC a débuté cette année et qui enrichira la région de Kolwezi d'une nouvelle usine de production de 80 000 tonnes de cuivre
et 8 000 tonnes de cobalt, et dont la Gécamine récupérera, quoi qu'il arrive, la propriété dans 9 ans. Cette usine constituera à l'horizon 2030 la plus grande usine de la Gécamine sur un gisement actuellement de 1 500 000 tonnes de cuivre. Dès l'année prochaine, selon nos accords avec le partenaire, une prospection complémentaire continuera pour certifier, nous espérons, encore 2 millions de tonnes, et donc nous permettre de construire un complément d'usine pour arriver à 200 000 tonnes de cuivre. Cette usine, je vous le rappelle, appartiendra définitivement, selon nos accords, à la Gécamine, après 9 ans. Le second projet, c'est le site de Régé de Kingamiambo, dont les réserves ont été certifiées à 32 000 tonnes de cobalt par une étude réalisée par le cabinet Pivot ici en Afrique du Sud. Et nous avons une étude de faisabilité bancable et nous sommes déjà en train de structurer le financement de cette usine qui appartiendra en propre à la Gécamine. Nous sommes actuellement pour parler avec des investisseurs étrangers pour beaucoup d'autres projets. La Gécamine est en train effectivement de se remettre en marche. Mesdames et messieurs, le chemin de la modernisation de la Gécamine est encore long. Néanmoins, depuis désormais 2 années, avec l'aide de nos conseils, nous regardons la réalité en face pour pouvoir engager sereinement toutes les actions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Nous nous réjouissons également de l'appui dont nous bénéficions actuellement de la part de notre Parlement, et j'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de nombreux parlementaires congolais présents avec nous aujourd'hui dans la salle. Il n'y a pas de fatalité à notre situation. Nos relations avec nos partenaires sont déséquilibrées. Nous allons les rectifier. J'ai d'ailleurs lu que ceux-ci ne s'interdisaient aucun type de recours pour essayer d'éviter de contribuer comme ils le devraient à la richesse nationale. Qu'ils n'hésitent pas. Nous sommes confiants dans notre capacité de faire admettre au monde que des contrats conclus en temps de guerre pour des montants léoninaires et constitués des clauses léonines doivent pouvoir être amendés dans le sens d'une plus grande équité. Nous en sommes convaincus. S'agissant de notre organisation, celle-ci est obsolète et nous devons la réformer. À ce prix seulement, à ce prix qui implique des renoncements et des sacrifices, nous pourrons construire une nouvelle Gécamine moderne, prête à affronter à armes égales la concurrence mondiale pour l'intérêt du seul peuple congolais et de son actionnaire, l'État congolais. Je vous remercie, mesdames et messieurs.